Salam alaikum Mazoul, bonsoir. De façon qui se voulait très anodine et avec un art consommé de noyer le poisson, l'air de rien, et je dirais même avec la prétention de jeter des passerelles, d'apaiser les tensions, d'essayer d'expliquer une immense tragédie en en sabrant l'essentiel, en occultant les vrais tenants et les vrais aboutissants. Les architectes, je dis bien les architectes, de la récente émission Vivre l'islam de France 2, se sont livrés à un très étrange exercice. Celui de donner la parole, tout le temps de parole, à des acteurs directs et à leur relais, ceux-là qui ont été à l'origine de ce qui allait coûter 250 000 de morts et de tout un cortège d'indicibles malheurs. Ce fut une sorte de monologue où seuls ceux qui étaient du côté du manche eurent droit de citer dans cette émission. Mais celle-ci, au-delà de ce qu'elle véhicule, laisse penser qu'elle se situe dans une feuille de route, qu'elle avait été initiée par des intentions qui ne se disent pas encore. Et il faut être affligé de cécité politique pour ne pas voir qu'il se trame quelque chose et qu'un équilibre très subtil, éminemment stratégique entre le régime algérien et les dirigeants français vient de basculer. Cela avait commencé par les images du président Bouteflika prises lors de la dernière visite du Premier ministre français en Algérie. Images prises par les équipes de l'AFP et de France 2, une chaîne de télévision publique, rappelons-le. Tout un chacun sait que, depuis le temps que ça dure, que le régime algérien a mis une condition sine qua non absolument rédhibitoire, que le président Bouteflika ne doit jamais être pris en gros plan. Et tout a été fait à chaque occasion qui s'imposait, de ne permettre qu'à des journalistes triés sur le volet de pouvoir photographier ou filmer le grand invalide. Or, cette fois-ci, comme par hasard, lors de la dernière visite du Premier ministre français à Alger, les images du président étaient sciemment prises en gros plan, et même en top, jusqu'à montrer la salive dégoulinée sur sa cravate, sur celle de Bouteflika. Sa mine hébétée, ses yeux hagards, son air absent. Jamais aucun journaliste français parmi ceux qui sont habituellement autorisés à photographier ou à filmer le président n'avait transgressé ces consignes très strictes de ne pas montrer le véritable état du président. Encore mieux, pour étayer la connivence dont je parle entre les dirigeants français et les dirigeants algériens qui ont pris le président en otage, les Français ont été jusqu'à s'impliquer personnellement et à très haut niveau et à prendre de très gros risques pour tromper les opinions publiques algériennes et françaises sur le véritable état de santé de Abdelaziz Bouteflika. Hérault, Raffarin, Juppé, Fabius et bien d'autres sont venus nous dire avec un aplomb rare que le président algérien était tout à fait capable d'exercer ses charges. Ils se sont substitués au Conseil constitutionnel qui aurait dû le faire examiner par une commission d'experts médicaux. Le président français a même poussé le bouchon jusqu'à venir à Alger et à nous dire qu'il a trouvé le président algérien d'une grande alacrité, qu'il avait rarement rencontré un chef d'État aussi vivace, aussi au fait, non seulement des affaires algériennes, mais celles du monde parmi les plus complexes. Et il nous a même assuré qu'il s'était entretenu avec lui pendant 2 heures. Rien que ça. La France s'était donc érigée comme la principale protectrice du régime algérien. Certains observateurs pensent mordicus que c'est elle qui a imposé la réélection de Bouteflika à un 4e mandat. On dit même que c'est elle qui a réduit les généraux putschistes au silence, voire même qu'elle leur aurait brandi sous le nez le spectre de leur responsabilité dans les carnages
de populations civiles, dans la gestion du terrorisme pédagogique et même dans l'assassinat des moines trappistes, entre autres coups tordus du genre. On dit aussi que c'est la France qui aurait été le principal artisan du démantèlement du DRS, avec la bénédiction des Américains, bien sûr. Et puis, d'un coup, pour on ne sait quelle raison profonde, les choses semblent se gâter entre le régime algérien et ses protecteurs français. Au point où, aussitôt rentré de sa visite algérienne, Valls, Premier ministre français, publie sur sa page Twitter sa photo en compagnie du président Bouteflika qui apparaît avachi, hagard, dans un état qui ne laisse plus aucun doute sur son incapacité à diriger le pays. Une photo qui valait tous les discours et tous les diagnostics. Dans le même temps, alors que la météo est à l'orage entre les deux parties, françaises et algériennes, Cheikh Ibrahim, qui avait été réimporté, réhabilité en grande pompe et qui est habituellement d'une grande prudence, d'une très grande réserve pour ce genre d'exercice, se met tout seul, comme un grand, à tirer à boulet rouge sur la France, l'accusant, en ricanant, d'avoir usé de ses relais sécuritaires algériens, il fut un temps, pour mettre les entreprises françaises sur le même pied d'égalité que les entreprises américaines. Il ira jusqu'à lancer entre une infinité de déclarations toutes aussi hostiles les unes que les autres, je le cite, « Entre l'Algérie et la France, il y a une relation coloniale, mais entre l'Algérie et les États-Unis, nous avions toujours eu des liens amicaux. » Je vous laisse apprécier le poids et les arrière-pensées d'une telle déclaration. En tous les cas, la réponse française ne s'est pas faite attendre et commence même à se décliner sous tous les tons. Une sorte de réponse de berger à la bergère, un peu comme une ouverture des hostilités à cartouche blanc, comme on dit, juste des sommations sans frais. Puisque, mine de rien, France 2 vient de diffuser ce commentaire sur la décennie noire en Algérie, le sabre et la Kalachnikov, où la chaîne donne la parole à des acteurs centraux de l'interruption du processus électoral. Le général Mohamed Touati est le membre du HCE et néanmoins ministre des droits de l'homme de l'époque, les deux qui avaient rédigé la lettre de démission de Chadli Benjedid. Le documentaire habilement mené semble traiter du phénomène du terrorisme islamiste, cherchant à l'expliquer en remontant très loin à l'origine de la création du salafisme. Et ainsi, après une mise en bouche sur des lieux communs de l'islamisme, du salafisme, du terrorisme islamiste, vient le moment central de la tragédie des années de sang en Algérie, après l'interruption du processus électoral. Et qui s'y exprime, s'il vous plaît? Comme je viens de le dire, certains parmi les acteurs les plus décisifs du putsch, le général Mohamed Touati et Ali Haroun, on dit que les deux ont été au centre de la prise de décision pour mettre fin au processus électoral. Du moins, ils ont été parmi les principaux. Mais il n'était pas seul à s'exprimer dans cette émission. Il n'était pas seul. Vous allez penser donc que des interlocuteurs avaient été invités à leur apporter la contradiction. Que nenni. Bien au contraire. Ce sont des personnalités périphériques du même régime qui ont servi de patte blanche pour justifier le coup de force, comme Saïda Ben Hbiles et Leila Aslaoui, qui sont venus apporter de l'eau au moulin des deux personnages. Et donc, après leur longue traversée du désert français, depuis qu'ils étaient en disgrâce politico-médiatique, depuis qu'ils n'avaient plus droit de citer dans les médias français, cette fois-ci, ils ont eu, les putschistes, table dressée et ils ont pu s'en donner à cœur joie, ressortir toutes leurs anciennes rengaines, toutes leurs thèses, se présenter de nouveau comme ces sauveurs de la République venus faire barrage à la barbarie islamiste. Le plus curieux est qu'il n'y avait personne
Mais alors, personne de l'autre côté du trottoir. Les seuls islamistes du fils qui ont été vus dans le documentaire ont été piqués de certaines images d'archives sous leur jour le plus effroyable, où on les voit hurler, vociférer, taper sur les pupitres. L'angle d'attaque du documentaire est plus qu'évident. Il est tout ce qu'on veut, sauf braquer sur une quête de la vérité. Pas une seule fois, il n'a été question du cœur même de toute la tragédie, la manipulation, la gestion du terrorisme, la création des groupes terroristes par ceux-là même qui disaient les combattre. On aurait voulu faire la meilleure propagande qui soit pour les généraux putschistes que l'on ne s'y serait pas pris autrement. Au-delà de ce qui a été dit, au-delà des déclarations et des discours que nous croyions révolus, ce retour des acteurs du coup d'État de 92, après qu'ils aient été quasiment réduits au silence, pose question. Dans ces situations, et plus particulièrement dans des crises telles que celles que traversent les relations algéro-françaises, il n'y a pas de hasard. Le clan de Saïd Bouteflika va devoir se trouver d'autres alliés, semble-t-il, s'il ne les a déjà trouvés aujourd'hui. Parti UDM. La propagande répugnante de vivre l'islam sur France 2 par Brahim Younsi. Algérie Focus. Le général Touati se confesse. C'est l'arrêt du processus électoral qui est à l'origine de l'amplification du terrorisme en Algérie. Par Abdou Semmar. TSA. Le général Touati. L'arrêt du processus électoral a amplifié le terrorisme en Algérie. Par SHA et MA. Avec nous, donc, pour parler de tout ça, par ordre alphabétique, Makhlouf Aouli, ancien cadre en économie. Rachid Mesli, avocat et défenseur des droits de l'homme, et je le rappelle, avocat des dirigeants du FIS emprisonnés, en particulier de Abbasi Madani, Ali Ben El-Haj et Abdelkader Hachani, et Brahim Younsi, président de l'UDM. Nous allons commencer par Makhlouf Aouli. Merci d'avoir accepté notre invitation, Makhlouf Aouli. Merci à vous. Merci. Alors, d'abord, quelque chose à dire sur la dite émission, ou voulez-vous directement nous parler de l'interruption du processus électoral en soi? Eh bien, écoutez, vu la façon dont vous avez présenté les choses, je dirais que cette présentation est orientée, elle n'est pas tout à fait neutre. J'ai eu le malheur, si vous voulez, de vivre ici, en Algérie, toute la tragédie noire, comme vous l'aviez dit. Je partage totalement le point de vue du général Touati. Je viens d'écouter à nouveau son intervention au niveau de France 2 et je crois qu'il a su bien présenter les choses. Mais il me semble utile d'abord de faire l'historique de tout ce mouvement et de remonter même à bien avant la tragédie noire. Algérie est réputée comme étant une terre musulmane. Depuis l'avènement de l'islam, le peuple algérien a embrassé cette religion de tolérance et de paix et l'a pratiquée comme il convient. On ne peut pas trouver un village d'Algérie qui n'a pas sa mosquée. On ne peut pas dire que l'islam dans ces mosquées ne prône pas la paix, ne prône pas la tolérance, ne prône pas la solidarité. Pendant la guerre de libération, il faut rappeler, la proclamation du 1er novembre a inscrit en lettres d'or, en lettres de feu, la place de l'islam. Ça a été réaffirmé également le congrès de la Soumane, mais toujours l'islam de tolérance. Il y a eu des faussaires, il faut le dire,
qui disait que la révolution de 1954 a été déclenchée au nom de l'islam. C'est faux. L'islam a été effectivement incontestablement l'un des leviers déterminants qui ont contribué à la réalisation, à la concrétisation de cette révolution. Makhlouf Aouli, excusez-moi de vous interrompre un tout petit instant. Je ne me fais pas l'avocat des islamistes. Je n'en suis pas un moi-même. Mais juste pour préciser, petite chose. Je ne sais pas si la révolution algérienne a été déclarée ou non au nom de l'islam. Mais on appelait ça le djihad. Les combattants, on les appelait les moujahidines. Les gens qui tombaient au champ d'honneur, on les appelait les shuhada. Et le cri de guerre de la révolution algérienne était Allahu Akbar. À moins que je ne me trompe. Excusez-moi, je suis un ancien moujahid. Oui, mais vous pouvez être un ancien moujahid et avoir un avis contraire d'un autre ancien moujahid. Oui, je suis un ancien moujahid. Donc, à ce titre, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas personnellement de terminologie. Incontestablement, on parlait de moujahidine. Incontestablement. La religion avait cette place, j'ai bien dit qu'elle était un élément déterminant de la concrétisation de cette révolution. Mais, malgré cette terminologie, tous les textes de la guerre de libération ne visaient qu'un seul et même objectif, comme je le disais avant, le recouvrement de notre souveraineté dans tous les domaines religieux, politique, économique, culturel. Donc, vouloir cristalliser tout, focaliser tout sur la religion, je m'inscris en faux. Mais au sujet, excusez-moi, ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Au sujet de l'interruption du processus électoral, quelle est votre idée sur la question? Ont-ils eu raison d'interrompre ce processus et pourquoi, selon vous? Je voulais précisément y arriver en faisant l'historique. Oui, mais vous savez que c'est une émission très dynamique, très courte. Il faut aller droit au but et essayer d'être synthétique. Sinon, vous allez épuiser votre temps de parole en préliminaire. Eh bien, ce ne sont pas des préliminaires. Pour moi, ce sont des rappels. Tant pis si j'épuise mon temps. Mais je dirais tout simplement que le respect de la religion depuis l'indépendance a été assuré sans aucune contrainte. Quand on pense que l'Assemblée nationale, la première Assemblée nationale constituante, il y avait bien sûr une majorité musulmane, mais il y avait également des chrétiens, il y avait des juifs, parce que ces mêmes chrétiens, ces mêmes juifs ont participé à la libération de l'Algérie. Quant à la violence, avant d'arriver à l'interruption, comment dirais-je, du processus électoral, doit-on rappeler que des jeunes filles, parce qu'elles s'habillaient court, ont des cuisses lacérées? Quand il y a eu la charte d'Alger de 1976, liberté totale a été donnée aux gens d'opter pour la religion s'ils le désirent. Je rappelle à ce sujet la déclaration du président Boumediene Abdelrahmane, on ne va pas au paradis le ventre creux. Le plus important pour nous, c'était de reconstruire notre pays. Mais seulement ensuite, on commençait des prêches religieux des plus virulents, comme celui de Cheikh Al-Razali. Bon, j'arrive à 1988. 1988 n'a pas été l'œuvre des islamistes, ça a été l'œuvre de jeunes qui criaient, qui dénonçaient un ras-le-bol, mais malheureusement, ça a été récupéré et effectivement, les islamistes, appelons-le ainsi, ensuite, tirer la couverture à eux. Quant à la violence, elle avait commencé quand il y a eu les manifestations d'Alger. N'oublions pas ce capitaine dont j'ai oublié le nom, qui a été assassiné à Belouizdad. Bon, après, allô? Oui, on vous écoute. Oui. Après, donc, les manifestations, malheureusement, il y a eu énormément de morts. Et dans une manifestation de ce genre,
on ne peut pas ne pas déplorer des morts. Il y a eu ce qu'on appelle une ouverture démocratique, puisque l'autorisation de création de partis et d'associations civiles ont été autorisées. Il est vrai que le contexte international était favorable à cette orientation, la destruction du mur de Berlin, et c'est dans ce cadre que le FIS a été créé. Et le FIS, faut-il le rappeler, a remporté les élections municipales de juin 1990, mais malheureusement, là où le FIS, à mon sens, a mal joué, il a voulu aller trop vite, d'abord par les sigles au niveau des mairies, municipalité islamique ou je ne sais quoi, marché islamique également, distribution de terrain uniquement à ceux qui sont d'accord avec eux, et pour en revenir plus, rester dans le domaine de la violence, il ne faut pas oublier qu'en 1991, quand il y a eu la création du site qui a déclaré la guerre sainte, il faut rappeler les différents appels d'Ali Belhaj à utiliser, si besoin, et la force pour aller à Khalifa. N'oublions pas ces jeunes de Guémar qui ont été égorgés en pleine nuit. Makhloufa Aouli, je vais vous interrompre et je reviens à vous dans un instant pour passer la parole aux deux autres invités. Et j'espère que vous pourrez débattre les uns avec les autres, répondre les uns avec les autres. Personnellement, je m'interdirai donc d'intervenir, d'apporter ma propre opinion pour essayer de ne pas paraître trop orienté, comme vous l'avez dit. Rachid Mesli, merci d'être avec nous. Je vous remercie, Jamaldin, pour votre invitation. Merci. Alors, d'abord, et je vous rappelle que le temps d'intervention est assez limité, que je demande à mes trois invités d'aller au plus droit, au plus direct, pour essayer de dire le maximum de choses en si peu de temps. Donc, avant cela, nous allons voir, avant de vous recevoir, Rachid Mesli, nous allons voir quelques déclarations du général Touati à la même émission. Une telle responsabilité, c'était un problème de conscience extrêmement délicat. Nous étions un certain nombre d'officiers, nous étions un certain nombre de personnalités civiles, nous étions un certain nombre de forces qui, après le succès du FIS au premier tour, nous ne voulions pas, absolument pas voir l'Algérie sombrer dans un régime théocratique. Effectivement, l'armée algérienne a opté pour l'arrêt du processus électoral en suspendant le deuxième tour. Mais il faut bien reconnaître que ceci, ça a été ce qu'on appelle le Haut Conseil de sécurité qui l'a prononcé, où il y avait bien sûr le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement et d'autres personnalités qui ont décidé de l'arrêt du processus électoral. La Constitution de 1989 a donné naissance au pluralisme en Algérie. C'était un pluralisme naissant. C'était donner une chance à la démocratie en Algérie. Or, il se trouve que ce parti FIS, ce parti religieux, déclarait que la religion, la démocratie est coffre et que par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de pouvoir issu de la volonté populaire, mais le pouvoir n'est issu que par la loi divine. Ouesmi Chérif a annoncé la création d'un khalifa en Algérie en février 1994. Et dans ce khalifa en Algérie, qu'est-ce qui était membre du conseil de direction? Il y avait déjà Abbassi Madani et Ali Belhaj, les deux leaders du FIS. Les violences ont existé avant. Je ne pourrais signaler que l'attaque du poste frontalier de Guémar, où des jeunes du service national ont été égorgés, sans parler maintenant du mouvement de Bouyali dans les environs d'Alger, qui déjà voulait une république islamique en Algérie, voulait tout au moins un État islamique en Algérie. Donc, dire que c'est l'arrêt du processus électoral qui était à l'origine des violences en Algérie, c'est faux. Mais par contre, il est exact
que c'est l'arrêt du processus électoral qui a amplifié, qui a été à l'origine de l'amplification du terrorisme en Algérie. Rachid Mesli, commentaire s'il vous plaît. Alors très brièvement, Jamaldine, d'abord vous avez bien fait de relever le fait que cette émission d'Antenne 2 se contente de donner la parole à ce qu'on appelle le courant éradicateur et aux pires représentants de ce courant qui sont, il ne faut pas quand même oublier... C'est France 2, hein, c'est France 2, nous précisons. C'est France 2, oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont directement impliquées dans le coup d'État qui est à l'origine d'une tragédie qui a fait plusieurs dizaines ou 200 000 morts. Donc on peut quand même s'interroger légitimement au fait que cette chaîne invite exclusivement ce type de personnes. Quant aux déclarations du général Touati, qui, il ne faut pas oublier, était l'idéologue d'État, lui-même reconnaît au début de son intervention qu'il n'était qu'un certain nombre de généraux, de militaires, avec un certain nombre de civils qui avaient pris la décision donc de faire ce coup d'État et de le faire valider par le Haut Conseil de sécurité, qui, il faut le rappeler, était une instance qui était bien prévue par la Constitution de 1989, mais qui n'avait qu'un rôle consultatif. Donc, il faut rappeler que l'armée, ou plutôt les principaux dirigeants de l'armée de l'époque, avaient justifié ce coup d'État, organisé un vide politique pour prendre cette décision dont malheureusement vivons encore 20 ans plus après les conséquences. Ce coup d'État, en bref, a eu simplement pour conséquence de ramener l'Algérie 50 ans en arrière, sans compter des morts et des victimes. Alors Général Touati et notre invité Makhlouf Aouli disent que la violence était déjà là, bien avant l'interruption du processus électoral, que les islamistes pensaient que la démocratie était coffre, et que certains avaient proclamé une république islamiste. On a même ramené le cas de Bouyali. À votre avis, d'abord, est-ce que tous les leaders islamistes ne croyaient pas en la démocratie? Sinon, pourquoi ils sont partis aux élections? Deux, est-ce que après l'interruption du processus électoral et l'explosion de violence, est-ce que les leaders du FIS, notamment Ali Belhaj, Abbassi Madani et les autres, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils coordonnaient eux-mêmes les actions de violence, les actions terroristes? Alors écoutez, j'étais l'avocat de Abbassi Madani et de Ali Belhaj. Il faut rappeler qu'ils ont été arrêtés au début juillet 1991, donc plusieurs mois avant les élections et plusieurs mois avant le coup d'État. Ils étaient détenus au secret à la prison militaire de Blida et ils ne savaient absolument pas ce qui se passait en dehors de la prison, et cela bien avant les élections elles-mêmes. Quant à Hachani, il faut rappeler que c'est lui qui a organisé les élections législatives que le FIS a remportées en décembre 1991. Abdelkader Hachani était convaincu d'une solution politique pacifique. Il a fait le choix de participer aux élections législatives auxquelles il croyait. Et il faut également rappeler qu'à ce moment-là, il existait une minorité qui n'appartenait d'ailleurs pas au FIS, qui sont effectivement d'anciens partisans de Bouyali, qui étaient contre la participation du FIS aux élections législatives, parce qu'ils affirmaient à ce moment-là que le pouvoir n'accepterait de toute façon jamais les résultats d'élections si elles étaient remportées par des islamistes. Mais quant à la direction du FIS, qui était en liberté, elle croyait au processus électoral, elle y a participé, et il était pour eux hors de question
de faire le choix de la violence. Mais Rachid Mesli, pour parler vrai, certains leaders du FIS, et pas des moindres, comme Ali Belhaj, pour dire son nom, ont bien dit que démocratie est kofr. Ils ont bien dit la mithaq, la doustour, qala Allah, qala Rasoul. C'était inquiétant pour le moins, pour beaucoup d'Algériens. Écoutez, il est vrai que de nombreux partisans du FIS faisaient des déclarations extrémistes et je ne suis pas là pour justifier le FIS, mais ce que je peux dire et ce dont moi je suis témoin, c'est qu'en ce moment-là, en décembre 91, les dirigeants du FIS qui avaient fait le choix de participer aux élections étaient totalement acquis au choix démocratique et à la participation à un processus électoral qui n'excluait personne. Restez avec nous, Rachid Mesli. De toute façon, nous comptabilisons le temps de parole de chacun et nous ferons en sorte à ce que ce soit équitable pour les trois invités. Avant de recevoir Brahim Younsi, président de l'UDM, nous allons visionner quelques extraits de ce qu'a dit Ali Haroun dans la même émission. Le peuple algérien était fatigué de cette gestion autoritaire, de parti unique, d'une gestion antidémocratique qui a fait que lorsque 88 a explosé, il me semble, ça a été une explosion populaire qui manifestait le rejet du système qui gérait le pays depuis plus de 30 ans. Le FIS, on peut lui reconnaître ceci, c'est qu'il a été honnête en dévoilant tout à fait son programme et ses mots d'ordre. La Dawla Islamiyya, alayha nahya wa alayha namut. Dawla Islamiyya, ça veut dire l'État islamique. Et si pour cet État je meurs, je mourrai, et pour cet État je vivrai. Pas de charte, pas de constitution, la parole de Dieu et du prophète suffit. Porte-parole autorisé à l'époque avait déclaré et rappelé à plusieurs reprises que la démocratie est kofr, c'est-à-dire une hérésie. Pourquoi une hérésie? Eh bien parce que la démocratie se manifeste par des élections. Nous allons procéder une fois aux élections et nous n'y reviendrons plus parce que nous sommes sûrs que nous allons gagner. Pourquoi nous ne ferons plus d'élections? Mais parce que vous êtes musulmans, je suis musulman, oui. Vous croyez au Coran. Lorsque nous serons, nous, fils au pouvoir, nous allons appliquer le Coran et la charia. Donc, à partir du moment où nous l'appliquons, pourquoi voulez-vous faire de nouvelles élections pour désigner des députés qui vont faire quoi? Des lois supérieures à celles de Dieu que nous appliquons. Donc, si vous dites cela, c'est que vous êtes un kafir, vous êtes un hérétique. Comment sauver la démocratie? Lorsqu'on a commencé des élections, qu'on voulait libres, sincères et honnêtes, les arrêter parce que l'autre parti est vainqueur, c'est très peu démocratique. Il y a toujours cette dualité entre le respect des lois et ce respect qui vous mène parfois à une situation qui est contraire à la légitimité, contraire à la justice proprement dite. Je pense personnellement que l'histoire a montré que les Algériens ont eu un tort, c'est d'avoir raison trop tôt. Ils avaient vu en 91, 92, lors de la suspension du processus électoral, qu'il fallait tout faire pour arrêter la chute vers l'État islamiste, c'est-à-dire l'État de Daesh tel qu'il se montre ouvertement à nos yeux aujourd'hui. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. D'abord, un commentaire sur ce que nous dit Ali Haroun. Je rappelle, qu'entre autres fonctions qu'il a occupées,
et là je ne peux pas me permettre de passer dessus. Il était ministre des droits de l'homme au moment où se perpétraient des exactions de masse, des carnages, des enlèvements en masse et tout, et tout, et tout. Mais je vous laisse commenter, Brahim Younsi. C'est un discours aussi bien celui du général Touati que celui de Ali Haroun sont connus. C'est le général Touati qui a donné des éléments de langage au moment de l'interruption du processus électoral. Aussi bien le général Touati que Ali Haroun profitent d'une conjoncture internationale. D'ailleurs, le mot de Daesh est revenu dans la bouche de Ali Haroun. C'est un discours qui s'adresse à l'opinion publique occidentale. Or, nous savons, et c'est là où il y a une bataille de l'information à mener. D'ailleurs, dans ce reportage, dans cette émission de Vivre l'Islam qui était répugnante, il n'a pas été question du dossier des moines. Pourquoi n'a-t-il pas été question du dossier des moines dans cette émission? Parce que tout simplement, le juge chargé du dossier qui vient de partir, le juge Marc Trébidic, est arrivé à toucher, ou presque toucher la vérité. Et on l'a empêché de faire la lumière sur l'assassinat des moines parce que les services de sécurité, parce que les services de renseignement, parce que le pouvoir, parce que l'armée algérienne est impliquée et coupable dans cet assassinat. Voilà une des vérités, une des approches de la vérité. Et d'autre part, que ce soit le général Touati. Le général Touati sait, et c'est la raison pour laquelle cette émission a été diffusée, parce qu'elle date de quelques semaines, parce qu'il y a une plainte, il sait qu'il est sur la liste, et parce que Ali Haroun dit ce qu'il dit, parce qu'il s'adresse au procureur à Genève, et le général Touati s'adresse au prochain juge d'instruction et à la brigade criminelle qui est en train d'instruire son dossier. Voilà pourquoi cette émission est sortie maintenant, et parce qu'il y a une conjoncture internationale, parce que la réalité est différente de ce qu'ils prétendent, parce que le Front islamique du salut, n'en déplaise au commandant Makhloufaoui, le fils a gagné des élections propres et honnêtes. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre, à savoir Sidhan Touzali. Voilà là une réalité. Le fils a gagné des élections de la façon la plus honnête possible. Les propos tenus par les uns ou les autres, dans une conjoncture difficile, dans les années 90 et 91, parler de démocratie profonde, c'est un débat que l'on peut mener. Mais le fils, aller vers des élections, vers peut-être un gouvernement, en tout cas à mener une politique en tenant compte de la pluralité qui s'est dégagée à ce moment-là. D'ailleurs, il était prêt à faire un gouvernement avec le Front des forces socialistes notamment. Et il est clair qu'à partir du moment où le processus électoral a été interrompu, il ne pouvait sortir de cette décision que le Haut Conseil de sécurité, qui n'était pas une autorité qui pouvait prendre ce type de décision, cela était constitutionnel, c'est une instance consultative et pas plus. Elle n'avait aucun pouvoir de décision. C'était une instance consultative par le président de la République, un président de la République qui n'existait plus parce qu'on l'avait déposé. Voilà la réalité. Mais Brahim Younsi, à la limite que Mohamed Touati ou Ali Haroun ou les autres intervenantes puissent parler depuis leur clocher, c'est tout à fait compréhensible. Chacun voit midi à sa porte. Mais là où je ne comprends pas, c'est l'attitude
des architectes, je choisis bien mon mot, de l'émission de France 2. Pourquoi n'ont-ils pas donné la parole à l'autre côté, puisqu'ils semblent vouloir chercher à expliquer une tragédie, à en comprendre les ressorts, les tenants, les aboutissants? Pourquoi n'ont-ils montré des islamistes que des islamistes hirsutes en train de vociférer, de taper sur les pupitres, de hurler, de crier, et qu'aucun d'eux n'a été invité à s'exprimer sur ce qui est arrivé réellement? À ma connaissance, les émissions, les émissions religieuses du dimanche matin que diffuse France 2 n'est que le diffuseur, n'a pas d'autorité sur la confection des émissions elles-mêmes, si j'ai été bien informé. C'est peut-être la raison pour laquelle la direction de France 2 n'avait pas l'autorité d'intervenir sur le contenu ou de diffuser ou ne pas diffuser cette émission, peut-être qu'elle n'a peut-être pas visionné. Ceci étant, je crois savoir que cette émission avait été proposée, qui n'était pas destinée à vivre l'islam, qui a été proposée à d'autres chaînes françaises qui l'auraient refusée, rejetée. Et finalement, elle atterrit dans cette émission du dimanche matin, qui est une émission religieuse, strictement religieuse, et qui s'ingère dans des affaires politiques et qui fait de la propagande alors que ce n'est pas sa mission originelle. Ceci étant dit, si Makhlouf Aouli, qui défend le crime, ceux qui ont parlé, c'est-à-dire le général Touati, Ali Haroun et d'autres, le fils n'a pas cessé, y compris dans ses plus hauts dirigeants, de dire qu'il faut faire des enquêtes sérieuses, traduire les coupables devant la justice. Et cela est simple. Que la justice algérienne, qui n'existe pas, est incapable de mener ces enquêtes-là, qu'une commission internationale composée de procureurs et de juges assermentés puisse faire ce travail, même 20 ans après. Cela est possible encore aujourd'hui. Que des enquêtes soient diligentées. Pourquoi le pouvoir s'est-il précipité à amnistier les coupables, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre? Cette question se pose. Parce que les Algériens, je crois savoir, qu'ils demandent de savoir qui a tué qui dans ce pays. Et cette question-là est fondamentale, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à Makhlouf Aouli. Makhlouf Aouli, Brahim Younsi vient de vous accuser de défendre le crime. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Bien, écoutez, tout d'abord, je tiens à préciser que je n'appartiens à aucun clocher. Je suis un homme libre. Il m'a qualifié de commandant. Je suis fier de lui dire que je suis commandant de l'ANM. Mais depuis 1962, je n'ai appartenu ni à l'armée, ni à aucune officine quelconque. Je ne suis nullement impliqué militairement dans ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas mon rôle. Je dis que je ne suis pas impliqué militairement. Mais je suis impliqué politiquement en ce sens que je condamne fermement toutes les violences qui ont été commises par le FIC et ces autres associations. Quand on parle de violence, faut-il rappeler le discours avant même ces élections législatives, les déclarations enflammées de Mohamed Saïd, quand il disait que même la façon de manger et de s'habiller, on devait revenir au temps du prophète Mohamed Ali ou Salam. Entre autres, manger par terre, mais où allons-nous? Où allons-nous? Quant comment dirais-je, aux accusations de meurtre, il a dû y avoir des bavures. Je n'en disconviens pas. Il ne peut pas ne pas. Mais vous appelez des bavures, Makhlouf Aouli, vous appelez des bavures un tel nombre de carnages, de morts, ce ne sont pas des bavures.
Je parle. Bon, il y a eu des bavures, incontestablement. Le PTK, j'aimerais bien qu'on le définisse. Quand, comme il s'appelle, Brahim Younsi, parle des moines de Tibéri, il y a plusieurs sortes de cloches. Il y a une tendance qui accuse l'armée algérienne. Il y a des officiers, des politiques qui disent le contraire, et pas des moines. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de l'abbé Clavry? Pourquoi il n'a pas parlé des sœurs qui ont été assassinées à la Casbah? Pourquoi n'a-t-il pas parlé des 12 croats qui ont été assassinés dans le camp de la Chifa? Pourquoi n'a-t-il pas parlé des pères blancs qui ont été assassinés à Tizi-Ouzou? Makhloufaouli, pardon, excusez-moi. Oui. Il vous reste 2 minutes de temps. Je vais vous poser une question. Libre à vous d'y répondre ou non. Les dirigeants du FIS, les dirigeants du FIS ont appelé à une enquête impartiale internationale et ont accepté de se présenter devant une justice impartiale. Qu'une enquête soit vraiment faite sur tout ce qui a été commis. Mais l'autre partie a refusé, a rejeté au nom de la souveraineté. Votre avis sur la question? En 2 minutes, s'il vous plaît. Je ne suis pas au courant de cet appel, mais en tout état de cause, si ces dirigeants du FIS, quels qu'ils soient, pourquoi ne viennent-ils pas en Algérie et n'intentent-ils pas une action en justice devant la justice algérienne, au vu et au su de tout le monde? Vous plaisantez, Makhloufaouli, la justice algérienne, vous êtes bien placé pour savoir ce qu'elle vaut. La justice algérienne, non, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je vous précise que j'ai subi, comment dirais-je, la violence pour des raisons politiques et je suis resté en Algérie, je n'ai jamais fui mon pays. Je reste dans mon pays. On n'emporte pas, comme dirait, je crois, d'antan, la terre de sa patrie dans les talons de ses chaussures. S'il faut combattre, il faut combattre en Algérie. Ali Belhaj, il est là, il combat comme il peut. Pour moi, je le respecte. Je ne partage pas du tout sa façon de ses objectifs, mais il a le courage quand même d'être sur place, de dénoncer ce qu'il pense être injuste. Merci Makhloufaouli, votre temps de parole est épuisé. Je vous rappelle juste que tout le monde n'est pas autorisé à venir s'exprimer en Algérie et à faire de la politique librement. Vous le savez très bien. Je reviens à Rachid Mesli, qui a du temps à rattraper. Rachid Mesli, un commentaire sur ce que viennent de dire nos 2 invités? Bon, d'abord, je salue notre ami Brahim Younsi et je suis d'accord avec ce qu'il a affirmé. Je ne peux que déplorer qu'un ancien moudjahed et un ancien commandant de la LN comme votre invité valide et appuie un coup d'État militaire, et alors qu'il s'est battu justement pour redonner la parole au peuple algérien. Et on ne peut que déplorer cette situation. Je voulais par contre revenir à certaines réalités et à certaines vérités à propos de ce qu'a déclaré le général Taouti, et en particulier relativement au fait que Ali Belhaj et Abbasi Madani auraient prétendument fait partie d'un conseil du GIA pour rétablir un khalifa, et que ce serait passé en février 1994. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, Abbasi Madani et Ali Belhaj étaient détenus au secret, qu'ils n'avaient aucun contact possible avec le monde extérieur, et que de toute façon, le GIA lui-même avait condamné les dirigeants du FIS qui n'avaient pas appuyé le choix de la lutte armée. Par contre, il faut également rappeler aussi que l'origine des violences après le coup d'État, puisque le général Taouti fait l'amalgame entre la période de Bouy Ali qui était 10 années auparavant et avec les attentats de Gmar,
Les attentats de Gommar n'ont absolument également rien à voir avec le fils, puisqu'ils ont eu lieu avant les élections et qu'ils ont été revendiqués par un groupe qui ne s'est d'ailleurs jamais réclamé du fils. La violence en réalité en Algérie a commencé bien après le coup d'État. Parce que si on revient à l'année 92, par exemple, une année après le coup d'État, il y a eu un certain fait de violence qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main. Il y a eu des attentats, 3 ou 4 attentats à Alger. Pendant toute une année, les acteurs de ces violences étaient parfaitement connus. Ils n'avaient absolument rien à voir avec le fils. Les véritables violences ont commencé bien après, en 93, et pour atteindre le summum en 94. Et ces violences, moi, je les attribue à la répression violente qui a touché et les militants du fils et la population en général. Il faut rappeler, par exemple, que des milliers de personnes avaient été arrêtées, avaient été emmenées dans des camps de concentration au sud. Moi-même, j'avais beaucoup de jeunes clients qui avaient été arrêtés sans motif, simplement parce qu'ils avaient participé à des manifestations de soutien au fils, qui avaient été torturés sauvagement par les services de sécurité et qui, à leur sortie de prison, ont été raflés, certains ont été assassinés par l'armée et la police, et ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de prendre le maquis. Donc il faut rappeler pourquoi il y a eu ces violences et qui sont les responsables de cette violence. Rachid Mesli, d'une façon générale, aujourd'hui, tous les Algériens savent que ceux qui ont interrompu le processus électoral n'étaient vraiment pas des sauveurs de la République, puisque maintenant, avec le recul, quand on voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis, à quel point ils se sont enrichis, à quel point ils ont enrichi leur clientèle, on ne fait plus d'illusions. Même pour ceux qui y croyaient, parce que beaucoup de gens y croyaient. Moi, j'avais des confrères journalistes qui étaient contre l'islamisme, qui faisaient en sorte que les carnages se commettaient à huis clos, parce qu'ils croyaient vraiment que c'était pour la bonne cause. Aujourd'hui, avec du recul, on sait ce que sont ces sauveurs de la République. Mais sinon, moi, ce que je voulais vous demander, vous qui étiez si proche des leaders du fils, il ne fait aucun doute, et nous le savons tous, que de nombreux leaders du fils, effectivement, des islamistes, étaient très extrémistes, très fanatiques, qu'ils appelaient les gens à changer leurs habitudes alimentaires et vestimentaires, que certains promettaient de lyncher des gens, que d'autres promettaient d'appliquer une charia vraiment, je vous laisse imaginer, couper des mains, pendre et tout. C'était le discours ambiant. Et ils défilaient au pas de loi en criant « Allez, allez, Anamout » et tout. Ils ont fait peur aux Algériens. Ce que moi je me demande aujourd'hui, vous qui étiez proche des leaders, des plus hauts leaders du fils, genre Chani, Abbassi Madani, pourquoi n'ont-ils pas appelé à plus de modération? Pourquoi n'ont-ils pas appelé leurs troupes à faire moins peur aux Algériens, à ne pas donner le bâton pour les battre en fait, puisqu'ils ont donné l'occasion. Vous avez entendu aujourd'hui notre invité, comme vous avez entendu, comment il s'appelle, Général Touati ou Ali Haroun, faire feu de tout bois en utilisant les déclarations des uns et des autres pour montrer le fils et lui faire un procès d'intention qu'il allait mener le pays à la ruine, le ramener au Moyen-Âge. Pourquoi les leaders du fils n'ont-ils pas appelé leurs troupes à plus de modération? C'est ma question. Alors écoutez, il faut tout simplement rappeler que les leaders du fils étaient en prison. Et à plusieurs occasions, les services algériens sont venus les voir en prison pour leur demander d'intervenir et de faire des déclarations qui étaient préparées justement par les services de sécurité. Les leaders du fils ont tout simplement refusé de lire des déclarations dictées par leur propre geôlier. J'estime qu'ils avaient tout à fait raison lorsqu'ils ont demandé à d'abord être libérés, de s'enquérir de la situation sur le terrain, en dehors de la prison,
et de prendre officiellement position sur la crise. Mais il demandait une solution globale, un retour à la légalité et évidemment, des personnes détenues n'avaient aucune liberté d'intervenir librement pour faire des appels comme ils le souhaitaient eux-mêmes. Merci Rachid Mesli. Brahim Younsi, il vous reste un peu de temps à rattraper. Un commentaire sur ce que viennent de dire nos deux invités? Je salue Rachid Mesli. Ça veut dire lui vous salue et vous le saluez, et notre troisième invité, pourquoi vous ne le saluez pas l'un et l'autre? Je salue Makhlouf Aouli. Ah oui, il faut. La courtoisie oblige. Je connais, si, j'allais le saluer. Eh ben, très bien. Eh ben, c'est parfait alors. Je connais Makhlouf Aouli. Ce que je veux dire, je veux répondre d'abord à Makhlouf Aouli. Il sait que lui qui a accompagné à un moment donné l'opposition, il sait dans quelles conditions les opposants travaillent. Il sait dans quelles conditions les opposants se trouvent ou se trouvaient. Et que le système, il le sait mieux que quiconque, que le système n'a pas changé, que le système est le même, que les pratiques d'hier sont celles d'aujourd'hui encore. Il le sait, et il le sait très bien, parce qu'il est bien introduit. Dire que nous serions quelque part des lâches à intervenir de l'extérieur. Il sait, il avait des amis qui intervenaient de l'extérieur, parce que la situation algérienne, il sait que les opposants et les vrais opposants, ce qu'il advient d'eux et ce qui adviendrait d'eux si jamais ils montraient leur bout du nez à Alger. Il le sait très bien, il sait tout cela. Donc il sait que ce n'est pas de la lâcheté de notre part que de parler de là où nous parlons. Et il faut faire aussi quelque part de courage, d'avoir une radicalité, je le dis, j'emploie le mot par rapport à ce système corrompu, à ce système pourri, à ce système criminel. Je rappelle aussi à Makhlouf Aouli, parce qu'il a parlé de la première Assemblée nationale constituante, qui était, c'est vrai, pluraliste, c'est vrai, l'ensemble des religions étaient représentées. Il y avait des prêtres dans cette Assemblée nationale constituante, mais il oublie que ces prêtres, que ces juifs qui étaient dans l'Assemblée nationale constituante comme algériens, comme citoyens algériens, et c'était leur droit, savaient que la déclaration de novembre 1954 avait pour objectif la restauration de l'État algérien démocratique et souverain dans le cadre des principes islamiques. Mais la déclaration de novembre disait aussi que l'Algérie indépendante respecterait l'ensemble des confessions, qu'elle respecterait l'ensemble des différences que l'Algérie comportait. Voilà, le fils, à mon avis, et je parle de loin, quand je dis je parle de loin, je parle de loin idéologiquement de ce que le fils était. À savoir que je ne crois pas, et je ne croyais pas que le fils allait organiser des pogroms contre qui que ce soit. Et puis, à tous ces discours de Makhlouf Aouli, du général Touati, de Ali Haroun et d'autres, que l'armée était là, que le président de la République était là, qu'il y avait une constitution et que l'armée pouvait intervenir à n'importe quel moment, et que la constitution prévoyait la dissolution de l'Assemblée nationale au cas où des choses pouvaient arriver ou allaient arriver. C'est-à-dire que les institutions, dans les institutions, il y avait des mécanismes pour arrêter les abus éventuels. Merci Brahim Younsi, obligé de vous interrompre pour une question d'équité. Oui, en effet, je rappelle qu'en fait, le fils avait gagné des élections législatives et qu'il n'était même pas seul au Parlement, que le pouvoir exécutif était assumé par un général, président Chedli Benjdid, que l'armée n'appartenait pas au fils, que donc très vraisemblablement, c'est un procès d'intention qui a été fait à ceux qui venaient de remporter une élection électorale, une élection législative
vraisemblablement honnête pour de nombreux témoins. Sinon, à Makhlouf Aouli, je dirais aussi, je lui répondrai aussi pour ceux qui sont à l'étranger, comme nous, qui parlent depuis l'étranger, qu'El Magharibi a exprimé à de nombreuses reprises et continue d'exprimer la demande de pouvoir exercer en Algérie, avoir un bureau en Algérie, comme les 44 chaînes de statuts étrangers qui s'y trouvent. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Makhlouf Aouli, Rachid Msli, Brahim Younsi, vous-même qui nous avez suivis dans cette émission. Avant de vous quitter, je vous laisserai regarder quelques images de ce qu'a déclaré le général Ben Hadid lors de son passage sur notre chaîne. Hussein Ben Hadid, dont je dois rappeler qu'il était un général opérationnel, directement engagé dans ce qui était appelé à la lutte antiterroriste. Il est en prison depuis le 30 septembre 2015, juste après les interviews qu'il avait accordées à Maghreb émergent et à Al Magharibiya, et où il dit tout autre chose que le général Touati et Ali Haroun. Écoutez-le. وكنا استدعينا في سنة 1991 في بعد انتخابات جبل السليقات، بعد انتصار جبل السليقات في 26 ديسمبر 91. هذا 26 ديسمبر 91. ايوه 26 ديسمبر 91. نعم. استدعينا الى النعزة في الجزائر العاصمة. استدعوا كل القوات التواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل القوات وقتل فرق. كنا 2 فرق فقط. كانت فرقة 7 كنت أنا أقودها، وكانت فرقة 12 كان يقودها مغامرة بحت. وحضرنا في الاجتماع. حضرنا في الاجتماع في النعجة. نعم. في رئاسة أركان. كانت النعجة كانت تضم قائد قوات البرية ورئاسة أركان كان راسها خالد الفلاط، وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ لسيجن ميكر les hommes décideurs, les hommes les décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا. احنا كنا استدعينا، ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا ما هو سر الاجتماع هذا. والاجتماع كان باش يتكلموا على، كانت في 29 ديسمبر الاجتماع. ايوه 29 ديسمبر 93. 3 أيام بعد اتصال جبل السليقات على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانيه. 3 أيام 29 ديسمبر. المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل بعد انتصار جبل السليقات. وكان كل قائد اعطى رايه، في من كان يعارض، في من كان معه، في من كان يخالف. أنا كان وقتها موقفي أنه يعني بعد ما استمعنا إلى مسجين التواتي إلى خلجار لمجموعة الأمالي وآخرين، هذا التاريخ لما نروحوا للجزيرتور أعملوا سياسة باش تكون فيه توازن بين الفيس وبين الأفلان وبين الأفافاس، باش تكون أسمبلية أوموجين ما تكونش في مشاكل، و5 سنوات تمر وتستمر كما هي. نعم. لكن الأغلبية كانت ضد هذا الشيء. الأغلبية مش كلهم، الأغلبية كانت متوافقة مع الشيء اللي قالوا خالد الزار وعبد الشغيل والتواتي في الوقت هذاك. ما كناش على علم بأن فيه كنت فرصة ندير فيها يعني شغل انقلاب بالقوة. نعم. على الأسمبلية وعلى الرئيس. إذا كان المفروض، ولهذا يعني وقع بعد الرئيس الشادي وحيلة من منصبه أو استقال. المهم أنا أعتقد أنه وحيلة، ونقول استقال، ما أعتقدش أنه وحيلة من منصبه وقع.